Donc nous accueillons Fabienne Legatsoudjis, qui est professeure agrégée de lettres modernes au collège de Carbone, qui est à Toulouse, aussi docteur en sémiotique, et qui est engagée aussi dans plusieurs collaborations dans des projets de recherche. Et puis Nathalie Panissal, professeure des universités en sciences de l'éducation, rattachée au laboratoire EFTS à Toulouse, et aussi à l'école normale supérieure de formation d'enseignement agricole, dont les thématiques de recherche, la didactique des questions socialement vives, la pensée complexe, l'éthique. Voilà, donc je leur laisse la parole. Bonjour. Donc tout d'abord, je remercie Clément et Angela de nous recevoir. Donc le travail que l'on va vous exposer concerne l'axe éducation au cœur et concerne particulièrement, en fait, on s'appuie bien sûr sur les théories de Toronto développées aux États-Unis, mais on souhaite introduire une autre dimension, c'est-à-dire de créer dans l'espace éducatif un lieu, un espace délibératoire, un espace créatif où les jeunes apprenants, des élèves, ici donc notamment des élèves de collège, vont pouvoir éprouver le caractère social et vulnérable du soi en tant qu'acteurs inscrits dans des écosystèmes. Et je citais ici Bouchareux. Donc nous pensons qu'il s'expérimente dans une pratique, dans un agir. De fait, notre recherche consiste à penser des espaces éducatifs qui vont impulser une action en créant un contexte à valeur d'écosystème avec lequel donc, le caractère social et fragile de l'individu va pouvoir interagir. Donc on s'intéressera plus particulièrement à ces espaces éducatifs à partir d'une question sociétale qui est majeure, qui est celle des innovations technologiques. Ce dispositif éducatif imaginé, il a pour objectif donc de leur permettre de vivre une forme de participation démocratique pour être en mesure de négocier des valeurs, les valeurs de demain, et de faire circuler ces valeurs, mais aussi des contre-valeurs et des formes de bienveillance agie dans la prospection de l'avenir. Donc pour ce faire, on évoquera plusieurs points. Le premier point qui est développer le CARE sur une temporalité collective. Donc le deuxième point qui sera présenté par Nathalie sur les vulnérabilités contemporaines. Donc ensuite j'exposerai le contexte dans lequel on travaille et je parlerai plus spécifiquement des travaux que l'on conduit avec des élèves de niveau 3e, 4e. Et pour ensuite développer un petit peu l'intérêt de la notion de prospective et conclure. Donc, dans notre perspective de recherche, ce souci d'autrui, c'est un souci qui est orienté vers l'avenir. Et de fait, on engage les élèves à se détacher de l'immédiateté et de l'interaction qui serait ancrée sur une situation actuelle, parce qu'on veut intégrer un autre type d'attitude qui est le prendre soin, mais le prendre soin dans des décisions collectives et sur une temporalité collective, institutionnelle, donc qui va dépasser la temporalité individuelle, et ce, dans une posture de décideur. Donc au sein de la révolution scientifique actuelle, il s'agit d'installer une distance critique, d'évaluer et d'instaurer une forme d'agir pour ajuster l'espace décisionnel et au cœur même de la dynamique d'évolution et non rétrospectivement une fois que des actions ou des actes ont été posés. Cette forme d'éducation citoyenne, elle relève d'un apprentissage implicite où il s'imprègne en fait de la dimension critique des sciences sociales pour aborder des décisions scientifiques. Donc on se demande si on ne pourrait pas apprendre à développer des gestes éthiques tout comme on développe des gestes professionnels en corrélant attitude et savoir-faire. Donc la définition que l'on adopte, c'est bien donc une définition d'une bienveillance agie. Donc là je reprends les propos par exemple de Pierre Huskla en 2016 pour impulser en fait une pièce maîtresse pour faire face aux défis technologiques et aux mutations actuelles. Alors pour ce qui est des vulnérabilités contemporaines, je vais rebondir à ce qui s'est dit ce matin. Nous avons entendu parler d'hypermodernité, de postmodernité, de transmodernité. Je ne vais pas m'étendre sur le vocabulaire, parce qu'en fonction des auteurs, c'est différent. J'aime bien la notion de société liquide, pour traduire, je dirais, notre société à l'heure actuelle. Le XXIe siècle aussi est caractérisé par le pouvoir, une dominance d'une idéologie néolibérale où le savoir devient une marchandise et un argument économique.
Et c'est dans ce contexte que je m'intéresse dans mes travaux au développement des technosciences. Alors qu'est-ce que j'appelle les technosciences? C'est les biotechnologies, le numérique, l'intelligence artificielle. Alors toute cette révolution technoscientifique amène des interrogations majeures sur la condition humaine, la liberté, la justice, avec de nouvelles vulnérabilités ou des vulnérabilités renouvelées. Simplement quelques mots: l'eugénisme néolibéral, la gouvernementalité algorithmique, la réification de l'humain et la technologisation du vivant. Je travaille beaucoup sur la question de la nanomédecine, de la nanosanté. Les innovations, en fait, elles ne peuvent plus être pensées au nom du progrès, comme du temps de la modernité, mais plutôt au nom de la durabilité. Il s'agit moins d'aller de l'avant que de durer. Et j'aime bien ce que dit Bernadette Binceau de Vincent lorsqu'elle dit qu'il n'est pas possible d'envisager un monde viable sans recourir à une éthique qui se soucie et qui fasse attention aux choses, je compléterai, aux humains, à l'environnement. Et donc, tout ça pour souligner l'importance de l'attention comme première compétence. Alors, compétence, c'est ma reformulation, éducaire au sens où l'entend Tronto. Donc, la première étape morale qui permet de saisir la vulnérabilité du monde. Alors, le discours que je vais avoir ici, c'est un discours de didactique. Je suis didacticienne, je travaille dans le champ de la didactique des questions socialement vives, c'est-à-dire les processus d'enseignement et d'apprentissage de questions complexes dites QSV. Donc en fait, on peut donc s'interroger sur la question de l'éducation à l'attention et à la vulnérabilité à mettre en place au sein de l'école avec un grand E, dans un cadre didactique lors de l'exploration de QSV. Alors, le contexte, donc tout d'abord, avant que Fabienne vous décrive le contexte d'enseignement, je vais vous parler du contexte de recherche. Donc, en fait, je travaille dans le cadre de recherche-intervention. C'est quoi la recherche-intervention au sens où l'a définit Bedin? C'est une co-construction de dispositifs d'éducation citoyenne aux technosciences en lien avec les équipes d'enseignants, équipes pluridisciplinaires dans les établissements scolaires. Donc mes travaux s'inscrivent dans le champ de la didactique des QSV, qui se réclame comme une didactique engagée, à visée transformatrice, où il est question d'éducation aux politiques. Et donc nous réfléchissons à la construction de dispositifs d'enseignement des QSV à l'école en mobilisant une pédagogie dite de l'enquête. Alors c'est quoi la pédagogie de l'enquête? Juste sur ce petit schéma. Au milieu, vous avez la question vive, la QSV, ça peut être les nanotechnologies, ça peut être le réchauffement climatique, ça peut être le glyphosate, ça peut être le bien-être animal. Et autour, ce sont tous les dispositifs didactiques, les outils didactiques que l'on utilise et que l'on étudie pour enseigner les questions vives. Ça peut être les débats, ça peut être les cartographies de controverses, ça peut être les scénarios du futur, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Fabienne. Et dans le cercle supérieur, on retrouve les thèmes d'investigation des QSV, aussi bien au niveau du recueil, de l'analyse d'informations, aussi bien de la réflexivité et subjectivité des enquêteurs, les raisonnements, les réponses aux conduites et actions possibles, et la façon de rendre compte des enquêtes menées. Alors, mes premiers travaux ont porté sur la pensée critique des élèves et les types de raisonnement qui nous mobilisent. Donc la pensée critique, je m'inscris dans la définition canadienne de Daniel et Al. C'est une pensée à 4 facettes, une pensée dite logique, critériée, une pensée créative, c'est-à-dire divergente, du pas de côté, une pensée responsable que je renomme pensée éthique, et une pensée métacognitive de retour sur soi et d'autocorrection. Alors, dans les dispositifs, nous avons essentiellement étudié 2 types de dispositifs ou d'outils d'enseignement, qui sont les dispositifs de débat argumenté entre élèves, ce qu'on appelle le genre scolaire du débat QSV, par rapport aux autres genres scolaires qui existent à l'école, le débat scientifique, le débat d'éducation à la citoyenneté, le débat interprétatif, et des dispositifs de production de récits fictifs ou récits d'anticipation du futur. J'ai mis les 2 termes, j'y reviendrai tout à l'heure, pour exploser aussi les incertitudes des QSV. Alors, globalement, très rapidement, on obtient 2 résultats, mais 2 résultats qui sont complémentaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on travaille avec les débats
que l'on fait dans les classes, entre élèves. Alors bien sûr, les débats sont préparés. Il ne s'agit pas de faire un débat. Donc les débats sont construits. Le débat travaille plutôt la construction du savoir. Le débat travaille plutôt l'argumentation. Le débat travaille plutôt une éthique de la justice, avec un souci de généralisation. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les arguments des élèves, quand on fait une analyse du discours, une analyse argumentative, et y compris le raisonnement de la sous-science. Quand je parle du raisonnement de la sous-science, je renvoie aux travaux que fait Rumpala à Nice sur l'analyse de la science-fiction. C'est-à-dire les éléments de la sous-science, ce seraient plutôt les éléments du soin, les éléments du care. C'est-à-dire que même, je dirais, dans leur raisonnement avec les outils du care, les élèves ont plutôt ce souci de généralisation et de justice. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les récits? Les récits des élèves, c'est une mise en scène d'histoire, c'est une mise en scène de cas particuliers, c'est une mise en scène d'exploration de répertoires socio-techniques, c'est-à-dire on va prendre cette innovation et on va la pousser jusqu'au bout dans l'imaginaire, pour voir quel monde elle va instaurer. On retrouve plutôt des arguments du souci de la vulnérabilité du monde, du contexte, du quotidien à travers ces études de cas. Et vraiment, les réflexions que mobilisent les élèves dans les récits, c'est essentiellement des réflexions sur la vie bonne. Qu'ils écrivent et que ces récits aient de la teneur et qui s'appuient en fait sur pas mal de choses. Donc il y a tout un dispositif et cette aventure d'atelier d'écriture en fait a commencé avec le projet Nano-École, qui est un projet national. Et au niveau de Toulouse, donc, il est piloté par Christophe Vieux, de l'INSA, en partenariat avec l'AIME, qui est l'atelier et la Maison régionale des sciences. Donc chaque année, en fait, des enseignants sont formés et ensuite, les élèves sont invités à des visites de laboratoire, à des visites de salles blanches, et leurs enseignants de sciences, mais aussi avec les enseignants d'humanité. Moi, je suis professeure de lettres, donc découvrent ces univers. Donc ça, c'était le premier point. L'autre point, je les ai invités par ailleurs à participer aux états généraux de la bioéthique et à s'investir en fait dans la consultation citoyenne qui a eu lieu l'année dernière. Et là donc, Nathalie donc, est venue dans la classe et on a travaillé à partir de débats. Il ne fonctionne pas. C'était pour vous montrer en fait qu'est-ce qu'on a mis en place comme plateforme pour travailler, en fait, un peu pour simuler à un niveau micro ce qui se passait au niveau macro au niveau des états généraux. Et le thème qui a été choisi était celui de la robotisation et de la médecine. Donc on s'est engagé sur cet aspect-là. Donc l'intérêt pour nous, c'est de corréler sciences humaines et technosciences, et on pense que c'est un enjeu de formation personnelle, et pour ça je travaille avec des professeurs de physique, de mathématiques, de technologie, d'art plastique aussi, et les élèves ont été invités à produire un magazine électronique, que je vous montrerai peut-être pas. Voici. Alors, est-ce que je peux mettre une page ici? Ici. Non. Je fais défiler comme ça. Ouais. Donc c'est un magazine qu'ils ont produit. Là, c'est un groupe de travail par groupe. C'est un groupe de 3 élèves avec des niveaux très, très différents. Et en fait, rendre compte de ce qu'ils trouvent, de ce qu'ils découvrent, de ce qu'ils rencontrent et découvrent dans chacune des disciplines avec des synthèses, des choses personnelles, des réflexions critiques qui sont mises en ligne, des comptes rendus des découvertes scientifiques lors des sorties. Les réflexions au sujet des puces RFID qui ont été menées dans des débats et à partir de textes où je les invite beaucoup à écrire, ils écrivent beaucoup. Et ensuite, bien sûr, des lectures littéraires, notamment de science-fiction, où on étudie des extraits et ils produisent des suites imaginées, et en fait, qui sont des récits d'anticipation qui leur demandent de se positionner. Donc en fait, on pense que l'écriture de scénarios de l'anticipation en fait, sont un lieu où la pensée complexe peut s'initier.
Oui, un lieu où la pensée complexe peut signifier. Donc, dans cet espace éducatif, qui est pour nous un lieu délibératoire, donc, on cherche en fait à favoriser une pensée attentive, à ce que les élèves puissent reprendre leur place d'humain au cœur des évolutions technologiques qui sont vraiment majeures, je pense qu'il y a un enjeu important, qu'ils fassent l'expérience de l'espace décisionnel, qu'ils élaborent une pensée complexe critique, et tout ça dans un contexte assez créatif. Alors, là, j'aurais dû mettre le point d'exclamation, je l'ai oublié, on se pose la question de l'intérêt de la prospective en éducation. Ben déjà, quels sont les constats des premiers travaux, et notamment sur les récits? Si on peut critiquer l'apport des récits, c'est que les élèves, quand ils produisent les récits, travaillent essentiellement en individuel, voire par deux. Donc l'aspect collectif est un peu minimisé dans les récits. Ce qu'on a pu noter, c'est un manque de structure pour penser le futur. Les récits partent un petit peu dans tous les sens. Alors des fois on a des utopies, des fois on a des dystopies, des fois on a des récits d'anticipation. C'est un peu flou. Et beaucoup d'égarements aussi dans les partis pris. Donc on s'est dit que sur le plan didactique, on manquait un petit peu de méthodologie pour les amener à produire des récits fictifs, qui sont des récits, je le rappelle, où il est aussi question, on court peut-être deux lièvres à la fois, produire des fictions, mais aussi comprendre ce que sont ces savoirs complexes et ces questions socialement vives. On travaille aussi pour leur pouvoir d'agir. Donc on s'est demandé, est-ce que ce sont des récits de science-fiction, est-ce que ce sont des récits d'anticipation, et lesquels seraient les plus appropriés. En revanche, quel est l'intérêt des récits fictifs? C'est vraiment de mettre au travail une éthique de notre intention dans le futur. Les imaginaires éthiques que produisent les élèves, dans ces imaginaires, ils examinent des cas, je l'ai déjà dit, des questions concrètes, banales, quotidiennes, et surtout, ce qui est ressorti de ces récits et qui était massif, ils explorent les relations entre les individus, les relations entre les non-humains, les objets, les individus, donc le côté relationnel est beaucoup creusé dans ces récits, et ils questionnent systématiquement le juste et l'important, la justice et le care. Donc en fait, une exploration des futurs possibles à travers l'approche du care consiste à apprendre à prendre en compte la sensibilité comme une condition nécessaire de justice, tel que le dit Gilligan. Donc, les récits comme anticipation du futur, quelle est la mise en forme didactique? Je vous disais que ça manquait un peu de structure, c'est notre premier cours, c'est notre premier essai. Donc là, on vous livre une innovation didactique inédite. On a deux visées en fait. Ce qu'on vise à travers ces récits, c'est le développement de la pensée critique et l'empowerment, et le côté aussi praxéologique. Moi, je travaille dans un institut de formation des enseignants d'enseignement agricole, ce qu'on appelle l'ESP verte. Et mon objectif, c'est précisément d'outiller les enseignants, en explorant ces dispositifs, c'est d'en construire de meilleurs et de mieux en mieux, de façon à étudier les enseignants, à outiller les enseignants pour leur permettre d'enseigner les questions socialement vives. Donc le postulat que je fais, c'est que le récit d'anticipation serait plus propice à l'exploration de la QSV que le récit de science-fiction, parce que le récit d'anticipation est certes ancré dans l'imaginaire, mais aussi dans la crédibilité. Un récit d'anticipation, il doit être crédible. Certes, il doit stimuler l'imagination, mais il doit être crédible. Mais c'est un postulat, je peux me tromper. Et il me semble que c'est un outil plus propice à l'investigation du QSV que le récit de science-fiction pur et dur, où on est détaché du temps et où on est détaché de la crédibilité. Alors je me suis dit, comment est-ce que je pourrais m'outiller pour aider les enseignants à construire des dispositifs didactiques pour leur permettre de travailler la mise en forme et la production par les élèves de récits d'anticipation. J'ai été voir du côté de l'approche prospective. Alors l'approche prospective, c'est quelque chose de relativement vaste. Vous avez la prospective pour le management, pour l'entreprise, pour les organisations. Je n'ai pas du tout pris, je dirais, ce volant-là, mais j'ai pris l'approche prospective dans son aspect le plus philosophique et épistémologique du terme, c'est-à-dire l'approche qui permette d'explorer l'incertitude, de se préparer à agir pour un changement et d'autoriser un temps long.
Donc je reprends la méthode, certes, vous allez me dire, dans le champ de la didactique et de la prospective et de la recherche en didactique, j'ai pris les travaux de Jouvenel, vous allez dire, certes, c'est daté, mais je trouve que sur le plan didactique, la méthodologie qu'il propose pour travailler, je dirais, en prospective, me semble particulièrement adaptée au contexte de classe, d'autant plus que j'y trouve des points de convergence avec la méthode de l'enquête de Dewey. Donc en fait, je travaille à l'heure actuelle, nous travaillons, à la réappropriation de la démarche prospective avec cette technique Jouvenel en didactique des questions socialement vives. Et même, on va aller au-delà, je dirais, de la production de récits fictifs ou de récits d'anticipation, parce que nous allons monter, je dirais, au sein de l'ENSFEA, un groupe d'enseignants chevronnés qui ont l'habitude d'enseigner depuis un certain nombre d'années pour tester la construction de dispositifs d'enseignement en utilisant la méthode prospective dans différents champs qui, bien sûr, qui intéressent le monde agricole. Ça peut être le bien-être animal, ça peut être l'usage du glyphosate, ça peut être le manger local, ça peut être le véganisme, ou bien l'environnement, donc de tester des dispositifs d'enseignement. Voilà ce que je viens de dire. Donc, je reprends peut-être pour développer un peu la question en littérature de la narrativité. Qu'est-ce qui se passe en fait quand des élèves écrivent des récits? Ce sont des récits relativement longs, c'est-à-dire de 5-6 pages qui ont pu être publiés. On a été pour cela aidé par les nouvelles éditions Loubatière. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand ils entrent dans cette démarche créative et qu'ils imaginent intégralement un récit du début à la fin? Donc en fait, la dynamique narrative, elle a une tension qui est propre, qui est syntaxique et rythmique, et donc il y a des liens qui se créent entre des événements principaux qu'ils imaginent, qu'ils mettent en scène, des événements secondaires, aussi leur croyance implicite, même s'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Et donc il y a une vitalité, dans l'écriture. Dès que l'écriture s'engage, qui se met en place, c'est quelque chose vraiment de très vivant, une créativité qui se met en place, une vitalité. Et souvent, ils s'éloignent beaucoup de l'élaboration du schéma initial ou de ce qu'ils avaient projeté d'écrire. C'est-à-dire que l'écriture, même l'acte d'écriture, la mise en scène des personnages, les amène bien plus loin. Donc en fait, ils vont faire survenir une action, ils vont faire advenir quelque chose qui parfois dépasse complètement et qui naît dans l'acte même d'écriture. Donc, de plus, ce scénario d'un récit, il n'est pas assimilable aux événements de la vie réelle. Où dans la vie réelle, il y a des aléas qui arrivent et qui échappent totalement à nos intentions initiales. Donc ça, on le sait bien. Et parfois même, les choses deviennent vraiment contraires par rapport à ce qu'on avait voulu, ou ce qu'on avait prévu, ou même voulu. Donc Edgar Morin énonce, lui, ce constat qui est déroutant et exact, que, je le cite, « On a beau savoir que tout ce qui s'est passé d'important dans l'histoire mondiale ou dans notre vie était totalement inattendu, on continue à agir comme si rien d'inattendu ne devrait désormais arriver. » Donc dans l'acte d'écrivain, en fait, les élèves... Dans l'acte d'écriture, l'écrivain, et ici les élèves, sont en position démiurge, puisque c'est eux qui, dans les scénarios, en fait, incluent des bifurcations, des aléas, ils déclenchent des actions, des événements, et ils dépassent, en fait, ils cherchent au fur et à mesure dans l'acte d'écriture, ils dépassent, en fait, cet inattendu qui peut être perturbant. Donc le récit se noue dans un moment de crise, et toute crise, c'est un accroissement d'incertitude, et... c'est un accroissement d'incertitude, et sur ces antagonismes-là, en fait, sur ce moment de crise, il faut lâcher parfois le programme amorcé pour donner de nouvelles stratégies aux personnages, voire au narrateur, et esquisser en fait une logique narrative de l'inattendu, en fait, pour calquer le réel et puis et en donner une illusion. Je vais passer. Donc, je souhaite aussi interroger la notion de causalité récursive. Donc, dans leur récit à propos des innovations technologiques, les jeunes introduisent bien sûr des objets technologiques qui sont un peu pivots en fait dans la narration, et ils prennent conscience en fait que l'on ne peut pas, du point de vue de la production économique, se limiter à une vision hétéroproductrice où les objets produits sont indépendants de la société. Donc c'est Edgar Morin qui explicite cette causalité récursive où, en produisant des objets, en fait, la société s'autoproduit, se dessine et se transforme.
Donc si la préoccupation des chercheurs en concertation souvent avec les entreprises, elle est de programmer des objets innovants, celle des auteurs de récits fictionnels, au contraire, elle relève de la stratégie. Donc autant la programmation, elle peut être rassurante et elle entre dans un modèle rationnel, et autant la stratégie, implicitement, elle évoque la notion d'inattendu et d'aléa. Donc ce ne sont pas les mêmes compétences d'anticipation événementielle en fait qui sont sollicitées. Donc le cours de littérature, il a pour objectif en fait de reprendre, de décaler, de décadrer, de déprogrammer chaque objet scientifique pour l'inclure dans un nouvel environnement qui est totalement imaginaire, où toute considération, toute circonstance sont possibles en fait dans cet avenir. Souvent, les récits des élèves mettent en scène une catastrophe. Et ils épuisent la narration, en fait, ils l'attendent vers sa finitude et vers l'inévitable. De fait, cela nous a amené à nous interroger, donc avec Jean-Pierre Dupuis, sur la notion de catastrophisme éclairé, où il souligne le caractère justement de la catastrophe en reprenant les travaux de Jonas, en fait, où il propose Jonas d'inscrire la catastrophe dans l'avenir, justement pour éviter qu'elle se réalise. Donc en fait, en quelque sorte, on se demande si dans leur récit, en produisant des catastrophes, et quelque chose qui finit de façon catastrophique, mais en fait, c'est pas une façon aussi d'être amené à l'analyser, à la comprendre, et puis peut-être après, rétrospectivement, lorsqu'il sera en position de décideur, de faire des choix complètement différents. Par ailleurs, je vais peut-être finir en fait avec l'élaboration de scénarios en fait est à même de s'opposer au déclenchement de processus irréversibles qui peuvent prendre la forme de puissances hostiles qui nous détruisent. Et là, je fais référence à Hannah Arendt. Donc Hannah Arendt, dans la condition de l'homme moderne, elle distingue la fabrication, poiesis au sens grec, qui a un but et une terminaison, et l'action, praxis, qui enclenche des processus irréversibles déclenchés souvent sans le vouloir ni même le savoir. Donc l'élaboration de scénarios serait une familiarisation d'action à la basculant dans le champ du fabriqué afin d'en contrôler les aboutissements. En conclusion, la didactique des questions socialement vives étudie des questions chaudes, des questions qui peuvent être brûlantes. J'ai eu beaucoup de cas de classe où, par exemple, on me dit que non, je ne peux pas aborder la question de la liberté d'expression et de la laïcité dans mon établissement scolaire, parce que, etc. Ou d'autres choses, je ne peux pas parler du loup parce que sur le territoire, il y a eu des problèmes avec les loups et les agriculteurs, etc. Donc des questions qui ne sont plus enseignables, dont on ne peut plus parler à l'école. Et la question est donc de tiédir ces questions pour les rendre enseignables. Et puis de notre côté, on a des questions vives, latentes. Si je vous parle du séquençage du génome à bas coût, ou des biobanques en cancérologie avec les cellules tumorales cancéreuses, c'est pas très chaud. C'est pas très chaud, et pourtant, les enjeux éthiques qui sont derrière sont énormes, et donc il va falloir les réchauffer, ces questions, pour les rendre enseignables. Et je trouve que l'éthique du Caire, avec le focus qu'elle amène sur l'ordinaire, le proche, la vulnérabilité, peut permettre de réchauffer les questions, et la ruse pédagogique de la prospective comme pensée, pour penser une éthique du futur, c'est penser la pensée, sans occulter le pragmatique, permettent aussi de refroidir certaines questions pour pouvoir les enseigner en classe. C'est plus facile, dit plus concrètement, je me rends compte que c'est complètement confus ce que je viens de rencontrer, dit plus concrètement, faire travailler les élèves à produire des récits d'anticipation sur, par exemple, la laïcité, sur le loup dans le parc Sévenol, c'est plus facile, ça fait une ruse qui n'empêche pas d'explorer la question à fond, mais met à distance, le côté brûlant. Et pareil, je dirais travailler sur des questions chaudes, les amener à produire des récits d'anticipation, permet aussi de questionner des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Souvent les élèves nous disent à la fin « Ah mais oui, mais on n'avait pas imaginé tout ça, on ne le pensait pas ». Alors bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, le récit fictif travaille quelque chose, et l'éthique c'est la justice, c'est le Caire. Et je pense que les aspects de généralisation, les aspects d'universalisation ne doivent pas être occultés, et cumuler, je dirais, un dispositif de récit
d'anticipation et de débat permet précisément d'approcher l'éthique dans son sens le plus complet, au sens où le considèrent les éthiciennes du Caire. Je vous remercie pour votre